L'exil forcé. Docteur Bogasako menacé après avoir dénoncé le quatrième mandat. Le 9 juin 2025, lors d'une conférence de presse à Abidjan, le président de la FIDOP, Dr Bogasako Gervais, a dénoncé avec fermeté le quatrième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara et rejeté donc la liste électorale définitive publiée par la CEI. Voilà ce qu'il a dit en ce sens. Nous rejetons cette liste. La liste électorale définitive publiée le mercredi 4 juin par la CEI est contestée par plusieurs organisations de société civile. Après cette prise donc de parole, une procédure discrète a été donc engagée contre lui. L'information ayant fuité, des proches ont réussi à l'exfiltrer vers le Ghana, puis les États-Unis, où il est arrivé depuis hier, sain et sauf. Un opposant exilé pour avoir simplement parlé. Une démocratie muselée par la peur. Écoutons la conférence de presse de Maître Bogasako Gervais. Le sujet 1. Pour nous, si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, cette liste électorale ne doit point être la définitive. Alors que les populations ivoiriennes attendaient avec beaucoup d'espoir que le gouvernement ivoirien et la commission électorale dite indépendante, CEI, donnent des signes d'apaisement en prenant des décisions courageuses et fortes à même de préserver la cohésion nationale et la paix, nous venons d'être servis, mesdames et messieurs, le mercredi 4 juin dernier, par l'affichage d'une liste électorale plutôt confligène que l'opposition considère d'ailleurs comme une déclaration de guerre. Aussi, en prélude à la publication de sa fameuse liste électorale, dite définitive, le président de la CEI a-t-il organisé un point de presse où il a osé dire, et nous citons, la liste électorale est définitive, elle est prête, elle est fiable, elle est crédible. Elle peut servir à une élection crédible. Puis il a ajouté plus loin que c'est cette même liste qui aurait servi à l'élection des présidents successifs. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, comme si depuis lors, le peuple ivoirien n'avait pas doublé ou triplé. Devant la publication de cette liste électorale confligène, nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, la PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile, et qui est représentée ici par son PCA, M. Ebrin Yaoureni, et la FIDOP, représentée ici par son président fondateur, Dr Bogasako Gervais, nous persistons à douter de cette liste électorale et nous la rejetons. Pour nous, si l'on veut épargner la Côte d'Ivoire des chaos qui se préparent à l'horizon, les autorités actuelles au pouvoir devraient saisir, pendant qu'il est encore temps, l'opportunité de la paix. Nous réaffirmons donc, et avec force, que la seule alternative pour trouver des solutions concertées à cette situation de crise préélectorale que traverse actuellement la Côte d'Ivoire, c'est le dialogue politique inclusif, tant souhaité par les populations ivoiriennes. Pour la PECSI et la FIDOP, en effet, l'électorale ne pourrait être définitive qu'à 3 conditions. Première condition, la liste électorale ne serait définitive qu'après sa révision en 2025, avant l'élection, comme l'exige la loi. C'est un droit de l'homme pour les populations et une obligation pour la CEI et par ricochet pour l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième condition, la liste électorale ne saurait être crédible qu'après avoir été auditée
pour la débarrasser de toutes les imperfections relevées par les experts commis de l'opposition et de la société civile. Troisième condition, surtout, la liste électorale ne serait totalement définitive que lorsqu'elle aura intégré tous les principaux leaders de l'opposition qui en ont été radiés abusivement et injustement. En effet, nous précisons encore une fois que les cas du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro ne relèvent plus du droit. C'est simplement des questions de volonté politique, car la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà tranché en faveur des personnes radiées. À l'époque, M. Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro avaient gagné leur procès et la Cour africaine a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de les réintégrer. Aussi, la situation récente du président Tidjane Thiam constitue-t-elle une grave erreur de justice, car né d'une mère ivoirienne et d'un père français au moment où naissait M. Thiam, ce monsieur n'a jamais cessé d'être ivoirien, un peu comme beaucoup de binationaux dans notre pays. Il faut donc réintégrer ce monsieur sur la liste électorale. Mais le cas le plus absurde et le plus choquant, qui doit interpeller tous les juristes du monde entier, c'est celui de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Car à la vérité, en droit, une affaire jugée, de surcroît par la Cour pénale internationale, ne peut être rejugée dans aucun autre pays, fût-il la Côte d'Ivoire. Et de surcroît, avec les mêmes chefs d'accusation. Mais c'est une absurdité. C'est du jamais vu. Mais en plus, l'État de Côte d'Ivoire ne peut juger M. Charles Blé Goudé, ne pouvait juger M. Charles Blé Goudé, ainsi que le président Laurent Gbagbo par contumace. Vous ne pouvez pas envoyer les gens à la haie et puis être en train d'envoyer des huissiers dans leur domicile à Côte d'Ivoire. Mais attendez, pourquoi vous jouez avec nos intelligences? C'est une insulte à notre intelligence. Arrêtez de manipuler la justice pour faire prévaloir votre turpitude politique. Ça ne passera pas. En définitive, parce qu'elles s'opposent et qu'elles s'opposeront toujours à toute nouvelle guerre liée aux élections en Côte d'Ivoire, la FIDO et la PEXI réitèrent leur appel au dialogue et à la paix, en s'adressant principalement au président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, et puis en parenthèse, président du RHDP, car c'est lui le garant de l'unité nationale et de la paix dans le pays. Monsieur le président de la République, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont de plus en plus peur. Faites quelque chose, dites quelque chose, et la paix reviendra dans ce pays. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous ceux qui vivent dans ce pays. Et une institution internationale s'est déplacée. Parce que quand on a saisi Bruxelles, on a dit que le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire semble être de connivence avec le pouvoir Ouattara. Donc on a supplanté lui-même, on a supplanté la dame, l'ambassadrice ici, pour saisir la base. Et ça, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont dépêché là. Ils sont témoins, hein, vos collègues journalistes. Voilà. Donc on n'a même pas attendu. Nous sommes indépendants, nous sommes autonomes et nous faisons notre travail pour notre pays. On ne le fait même pas pour quelqu'un. Ce pays nous appartient aussi. Je tenais vraiment à le préciser. Parce que ce n'est pas des gaietés de quelqu'un. Un jour férié, on est ici. Non. Et puis ne laissons pas notre pays entre les mains des politiques. Je ne veux pas qu'on laisse notre pays entre les mains des politiques. Et quand vous parlez, on dit non, 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 politique n'est pas dedans. Mais tu es dedans. Parce que quand le pays va brûler, ça va te trouver dans ta maison. Quand ce pays a brûlé en 2010, ça a trouvé des gens dans leur maison. Des gens qui disaient, ah, moi, il ne fait pas politique. Ça t'a trouvé dans ton salon. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons vivants. Sinon, moi, j'ai fui en exil pour 10 ans. Pourtant, je n'étais pas politique. Mais j'ai pris position ferme. Parce que ce que la communauté internationale a fait dans mon pays, je ne peux pas l'accepter. Ce que Nicolas Sarkozy a fait, c'était une insulte. J'en ai fait des livres. Non, cher ami, on est tout à fait libre et on sait ce qu'on fait. Je tenais à te le dire amicalement, mais on n'a même pas attendu. On a déjà saisi des instances. Et on continuera de le faire, autant que faire se peut. Merci. Président, c'est bon?
Je voudrais juste vous rassurer. On vient de le dire. C'est ça, le bilan là, sous l'angle des routes et des ponts. Mais moi, je défends les droits de l'homme. Les libertés publiques, les droits de l'homme n'ont jamais autant été violés aujourd'hui qu'hier. Il faut le dire. Quand je reviens d'exil, j'ai rencontré des journalistes, on me pose la question, je dis oui, les droits de l'homme ne sont respectés à 100% dans aucun pays du monde. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est inquiétant, c'est grave. Regardez comment le pays est bâillonné. Regardez, prenons le cas du jeune président de la JPDCI qui a été arrêté récemment. Donc, ça veut dire que nous, tous que nous promenons là, il suffit de. Quand le gourou, je sais pas, le président n'est pas content, mais non, à tout moment, on te prend, on te chope, on t'envoie à la maca. Voici une prison à ciel ouvert dans un pays dit état de droit. Donc, moi, ma lecture du défenseur des droits de l'homme ne sera jamais celle de ceux qui considèrent que le bilan est inattaquable, etc. On me parle de cherté de la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les richesses de ce pays n'ont jamais profité aux citoyens, à la vérité. Nous, on n'est pas économistes. Donc, les économistes, avec le Tidjane Thiam et tout ça, ils feront le débat avec l'IDH. Quand il a commencé à en parler, il y en a un qui a sauté là-bas pour dire on s'en fout. Et puis après, maintenant, ils vont revenir pour justifier. Vous voyez, on est des intellectuels. Hein? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mûri. Les gens qui pensent que c'était comme hier, ils se trompent. Oui, même les jeunes aujourd'hui. J'ai été invité par Bloomfield, une agence que vous connaissez très bien. Mais c'était des jeunes. Les jeunes sont de plus en plus aux aguets. Ils veulent voir. Un peu comme ça se fait en France, quand vous finissez un débat, on vous sort en même temps qui a menti, qui n'a pas. C'est ça aussi, en tant que journaliste, je vous donne vraiment ce conseil, il faut le faire. Parce que quand j'écoute certaines émissions, j'ai pitié. Parce que les gens viennent pour mentir, pour faire bien. Et puis après l'émission, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de baromètre pour rattraper les choses. Et nos étudiants regardent ça. Et ça, excusez-moi pour la parenthèse, mais c'est un conseil que je vous donne en tant que journaliste. Certains parmi vous peuvent créer cet organe-là qui clarifie. C'est-à-dire que quand les gens ont fini de mentir, le même soir, là, vous rentrez au laboratoire, vous sortez les vrais chiffres. Et puis vous balancez. Et puis on voit qui a menti. C'est ce qu'ils font en France. Le président de la République est invité. Avant qu'il n'aille chez lui à la maison, on balance. Qui a dit vrai, qui a menti. Parce que hier encore, malheureusement, il était très tard, mais quand je vois l'émission, les gens font exprès, ils mentent. Ils mentent au peuple. Et puis ils trompent le peuple. Pour moi, ce bilan-là, je ne sais pas, je ne suis pas candidat, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez l'attaquer, venez nous voir. En tout cas, du point de vue des droits de l'homme, on va vous verser. Un pays où on ne peut pas s'exprimer, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Deuxième argument, et j'en aurais fini. Vous avez demandé mon avis personnel, je vous le donne. Le président Ibrahim donnera le sien. Moi, j'ai l'impression que les gens ont fait trop de détournements. Les gens se sont trop enrichis de façon illicite. Ils veulent préserver ce qu'ils ont acquis de façon illicite. Je le dis, avant qu'un juge ne m'interroge, il y a quelqu'un qui a détourné 100 milliards ici. Ça a été brandi, ça a été révélé, avec un audit à l'appui. Mais il n'a pas été arrêté. Actuellement, il est député de la République. C'était le DG du FAIR. Parce que moi, je parle avec des faits. Il ne faut pas que demain, on vienne les encabouler. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis clair, je suis franc. Quand vous révélez des situations comme ça, que vous ne faites rien, je marque mon pays. Pour peu. On met des gens en prison pour peu, pour très peu. Mais pour plus grave, les gens se promènent. Comment vous pouvez dire ça? Donc, pour moi, les biens mal acquis qu'ils ont accumulés, ils ont peur de les perdre. Et c'est pourquoi, sur le plateau d'un de vos confrères, je crois que c'était autrement politique, je disais, si vous voulez là, gardez vos milliards. On peut même vous faire grâce. C'est un débat. Mais laissez-nous vivre. Laissez-nous choisir notre président. Voilà ce que je voulais te répondre, comme je ne suis pas seul à intervenir. Dans la déclaration qu'il a lue, vous observez très bien comment notre pays, tout le pouvoir de M. Ouattara a été soutenu par la communauté internationale. C'est pour ça que nous, on est ahuris. Quelqu'un qui a été porté par la communauté internationale ne peut pas venir dire mon pays est souverain, je n'appuie pas telle résolution, alors que c'est l'article 85 de notre Constitution qui nous fait obligation d'appliquer cela. Vous voyez? Je peux dire quelqu'un d'autre même on peut dire que Laurent Gbagbo aurait pu refuser d'appliquer une résolution internationale. On peut le comprendre puisqu'il se voulait nationaliste comparé à M. Ouattara. Mais quelqu'un qui vient du FMI, qui a été porté par la communauté internationale, qui refuse d'appliquer les résolutions internationales parce que dans ces derniers moments de fin de mandat, il est devenu plus souverainiste que ceux mêmes qui se proclament souverains. Ce n'est pas juste. On ne peut pas utiliser la communauté internationale selon son bon vouloir à double vitesse. Ceux qui parlent ainsi,
En plus de ce qu'il a dit, je vais vous faire un petit cours. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Cela fait 30 ans. C'est parce que j'ai étudié dans mon parcours universitaire, mais je me suis formé. J'ai bénéficié d'une invitation par le département d'État américain en 2009. Mon premier diplôme, mon premier certificat, là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui me l'a donné. Il se trouve dans mon salon. Je me suis formé et j'ai écrit des livres sur les droits de l'homme. 6 aujourd'hui. Non, 6. Mon premier livre, là, il s'appelle Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, qui a été publié aux éditions L'Harmattan. Vous savez, on a tous été élèves. Quand on dit L'Harmattan, tu ne publies pas là-bas comme tu veux. C'est mon livre. C'est un livre. Quand toi-même tu le lis, c'est comme si je te formais aux droits de l'homme. Puisque si tu n'as pas étudié ça, en lisant ce livre, tu devenais un expert. Parce que comme je n'étais pas professionnel dedans, d'un point de vue universitaire, j'ai fait des recherches. Je suis enseignant-chercheur à l'université. Dans les droits de l'homme, le premier violateur des droits de l'homme, c'est l'État. Pourquoi? Parce que quand moi je dis j'ai les droits de l'homme, je revendique les droits de l'homme, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit à la santé, j'ai le droit à l'éducation, j'ai le droit au travail, mes droits là, c'est des devoirs pour l'État de me les donner. Dans les principes, c'est l'État qui doit appliquer, qui doit protéger, qui doit donner les droits de l'homme. Et quand vous prenez la dernière constitution, que nous, on n'a pas voté parce qu'on était en exil, que M. Ouraga Obou, qui est lui-même juriste, très grand juriste, et en même temps défenseur des droits, il a introduit dedans. C'est l'une des constitutions actuelles. Même, quelque chose, on peut lui reprocher des choses, mais il y a des aspects qu'on peut applaudir. Les aspects là, en matière de droits de l'homme, M. Ouraga Obou a mis beaucoup d'éléments dedans. Quand vous prenez l'article 2, les droits de l'homme sont sacrés, la personne humaine est sacrée. Les droits de l'homme sont inviolables, c'est écrit dès l'article 2 de la Constitution. Selon ces principes-là, c'est l'État qui doit appliquer les droits de l'homme. Donc, vous ne trouverez aucune organisation de droits de l'homme, je parle en tant qu'expert dans le monde entier, aucune organisation de droits de l'homme qui vient pour être d'accord avec l'État. Si vous êtes d'accord avec l'État, c'est que dans le pays, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Parce que le mot violation des droits de l'homme, ça veut dire l'État n'a pas joué son travail, n'a pas fait son travail. Actuellement, il y a des violations des droits de l'homme aux États-Unis, où Donald Trump veut rapatrier tous les étrangers. Donc, même les États-Unis, là, on viole les droits de l'homme là-bas. Donc, il faut que les gens comprennent qu'une société civile organisée ne peut être que du côté du peuple. Souvent, on en veut aux grands reggaeman, les Tigenja et autres, quand ils ne jouent pas Alpha Blondy, quand ils ne font pas leur travail. Mais pourquoi? Parce que dans l'histoire du reggae, c'est le peuple qui est le fer de lance d'un bon reggaeman. Celui qui est là pour applaudir l'État, c'est un faux défenseur des droits de l'homme. Alors peut-être vous pourrez me dire, mais dans ce cas, pourquoi avez-vous soutenu Laurent Gbagbo? Je n'ai jamais soutenu Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens qui sont ici, ils savent quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, la seule organisation qui l'attaquait, c'était la FIDOP, la PDH que j'ai présidée. Et chaque fois qu'il y avait des bavures policières à Yopougon, c'est moi qui dénonçais toujours. Parce que le pays était coupé en deux et les propagos disaient, mais tu es ici, là, tu parles. Va dans le nord. Et je leur répondais, le nord est sans hors la loi. Ce sont des rebelles. Mais ici, là, il y a encore la loi. Il y a le gouvernement. Donc, le président Gbagbo doit respecter les droits de l'homme. Mais quand je suis dans le pays, et maintenant je vais terminer, lorsque mon pays est attaqué à l'international, dans les principes de droits de l'homme, vous allez lire la Charte africaine des droits de l'homme des peuples, l'article 23, vous dit que lorsque ton pays est en difficulté, confronté à l'extérieur, tu ne dois pas être celui qui met ton pays à mal pendant qu'il est en difficulté. C'est sur cette base-là que Nicolas Sarkozy, avec tout ce qu'il a fait contre mon pays, mobilisant la communauté internationale pour bombarder les Ivoiriens, parce qu'il avait un intérêt à soutenir son ami, j'ai dû me braquer. D'ailleurs, en droit, c'est le B à bas. Mon pays n'est pas encore cassé. La Constitution est là. Pourquoi un certificateur va-t-il avoir une voix au-dessus? Alors que le texte qui instaurait le certificateur dit clairement que tant que les institutions du pays sont en place, le certificateur ne peut pas les remplacer. J'ai lu. C'est pour ça que j'ai été l'un des intellectuels que Awa Eura a reçu. Vous vous rappelez très bien de l'histoire. Je n'ai pas changé. Je viens d'exil. On a nos soldats, les 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Avant de prendre position, j'ai demandé une audience au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense m'a accordé l'audience. Et il m'a expliqué. Et sur la base de l'article 23 de la Charte africaine que je vous ai lu, je suis l'un de ceux qui n'ont jamais soutenu que nos 49 soldats étaient des braqueurs, étaient de ceci, étaient de cela. Je n'ai pas soutenu cela parce que je suis un patriote. Mais quand mon président
m'empêche d'intervenir. Il bâillonne la liberté, il confisque la liberté. Et puis maintenant, il veut faire un quatrième mandat parce qu'il est sous contrôle judiciaire à cause de son troisième mandat que j'ai dénoncé. Donc, cher ami, je peux y passer à vous faire le coup, pas à vous-même, mais à tous ceux qui pensent ainsi, je peux passer ma vie à leur expliquer. Vous ne savez pas ce que c'est que les droits de l'homme. Vous ne savez pas ce que c'est que la société civile. Et on n'est pas les premiers. Dans le monde entier, c'est la société civile qui s'est levée, qui fait bouger les lignes. Il faut que les gens le comprennent. Ils pensent que nous sommes les sociétés civiles qu'on achète, à qui on donne de l'argent pour venir applaudir un dictateur, un souverain. Ah non. Et je le dis toujours, mon combat contre les politiques. Ce pays est notre pays aussi. On ne peut pas s'asseoir à la Bible. Quand vous êtes contents, nous tous on doit être contents. Quand vous êtes en guerre, nous on doit mourir. Nous parlerons. Parce que cette fois-ci, on ne le laissera pas faire. Et je dis. Oui, cher ami. Bonjour à tous, je suis Morisson du Média Politique. Ils ont introduit un article, l'article 183, qui faisait une sorte de pont. Vous voyez, pour rassurer les Ivoiriens, Ouraga Obu n'est pas un idiot, c'est un professeur d'université. Je le connais très bien, je le respecte très bien. On est vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ils ont introduit l'article 183, qui faisait le pont pour rassurer tout le monde, pour dire, dans la nouvelle constitution, là, toutes les dispositions qui sont dedans, s'il y a une seule qui est contraire, là c'est autre chose. Mais si elle ressemble à celle qu'elle a, dans l'ancienne constitution continue d'exister. C'était le fameux article 183 qui faisait que les conditions d'éligibilité des deux mandats continuaient de persister. Bon, vous êtes journaliste. Moi, j'ai eu beaucoup honte pour le ministre Bakongo. Il a été mon ministre d'enseignement supérieur. Quand vous arrivez chez moi à la maison, mon diplôme de doctorat, là, parce que quand j'ai obtenu mon doctorat en 2005, j'ai demandé que l'État de Côte d'Ivoire me donne un diplôme signé. Parce que quand on était gamin, on partait chez des tontons, le BPC était au mur. Donc, je voulais avoir mon doctorat et j'ai eu. Mon doctorat a été signé 001. Si c'est pas bon. Né d'enseignement supérieur. Non, il est docteur. Mais il était ministre. Si on fait attention à tout ça maintenant. Non, il était. Non. On a le même diplôme. Mais de toute façon, tous les. Voilà. Non, mais je veux dire, j'ai une honte que devant des chaînes, devant l'international, tu as dit. Et puis, après, vous n'avez pas vu le film, quand il revient, on lui dit, bon, il faut te mettre devant et puis il faut te dédier. En fait, c'est ce qu'il a fait. Un intellectuel digne de ce nom, il démissionne. Je vous assure que on est des jeunes. Nous, vous et moi qui sommes dans cette salle, on est jeunes. Mais ce que nous devons garder, c'est notre honneur, notre dignité. Quand tu as fauté, et puis on te met devant tes turpitudes, et puis on dit, il faut avaler ça. Et comme ça te donne à manger, ça te donne l'argent, tu vas accepter ça. Tu n'as plus de dignité. La deuxième chose, avec tout le respect que j'ai, j'en parle parce que il a été mon ministre d'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est que dans une boutade, au bout d'un meeting, il a osé dire, nous sommes tous des moutons piants. Il dit, ah, j'ai compris. Parce que même si c'était pas en plaisanterie, hein, mais même si c'était une plaisanterie, un intellectuel ne dit pas ça. Je suis mouton piant. De qui? De quel homme sur terre qui est devenu Dieu, dont je serai le mouton? De qui? Et du coup, comme tu es le mouton, c'est lui seul qui connaît la Constitution. Il a osé dire ça aussi. Que le monsieur là, il connaît la Constitution. Il est économiste depuis quand il était juriste. Depuis quand il était juriste. Donc, vous voyez, les politiciens nous font perdre les repères. Et nos jeunes sont perdus. Les enfants sont perdus. Parce que comme le monsieur, il a l'argent, il est le président, il est tout, je suis son mouton. J'ai étudié à l'université, pourquoi je vais être le mouton de quelqu'un? Donc, la question qui a été posée, s'il dit qu'il va faire un quatrième mandat, que fera la société civile? J'ai bien saisi la question. Je faisais tout ce parcours-là pour te dire ce qui me cœur. La société civile, elle ne brûlera pas la Côte d'Ivoire, mais elle va être constante, elle va s'opposer. Moi, je me suis, et je disais à un de mes collaborateurs, mais comment on s'est opposé au troisième mandat? Pourquoi on va venir applaudir le quatrième mandat? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a saisi la communauté internationale. Et si vous voyez que dans nos déclarations, on interpelle le président Macron, parce que ce monsieur, ce qu'il a sorti là, en disant que c'était un cas de force majeure, c'est une insulte qu'il a faite dans notre pays.
Ce n'est pas dans notre constitution. Et en le disant, il a glacé beaucoup d'Ivoiriens pour dire que, bon, la France même dit c'était un cas de force majeure. Maintenant, qu'est-ce que la France va dire? C'est ce que le président Laurent Gbagbo a traduit de façon caricaturale en disant est-ce que Gon va mourir encore une fois? Est-ce que Gon va mourir encore une fois? Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous voyez très souvent nos interventions, parce que je suis cohérent, j'ai fait toujours une proposition personnelle. Les gens disent ah, docteur Bouga, il dit qu'il faut pas être. Moi, je dis il gagnerait de façon honorable à se retirer. Moi, j'ai mon intime conviction. Moi, je suis assis ici, je sais qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire. Hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le camp va revenir. C'est faux. Il a menti. Oui. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Vous voyez, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. Si c'est retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens m'ont dit, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a pas... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'a voyé à la CPI, la salif ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et puis on a mis sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision, là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat là qu'on veut compter, qu'on l'annule, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI, là, on la casse. Ah oui, la CEI, là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa valeur d'un point de vue politique? Elle n'a plus de valeur politique. Si l'opposition était constante même, aussitôt qu'elle est sortie, c'était un blocage. C'est pourquoi la liste électorale n'a pas de valeur. Puisque l'opposition n'y est plus. Donc, ils ont fait des choses entre camarades, entre amis, pour venir servir ça aux Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. Et j'ai dit. Bon, oui, j'ai dit. C'est fini, je crois. Il y a une dernière question. On prend la dernière. Bon, oui, nous, on considère que c'est la dernière. En clair, écoutez, vous ne voyez pas que finalement, vous tournez en rond et que le pouvoir vous a ramené sur les mêmes débats classiques et que finalement, peut-être que tout le monde va être remis ou un autre jeu. Moi, je vais être très clair avec vous. On a deux voies pour que les personnalités là soient réintroduites sur la liste électorale. D'abord, c'est leur droit d'être sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro ont gagné leur procès à l'international. C'est la Côte d'Ivoire qui dit qu'elle n'applique pas. Donc ça, le droit a été dit par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat est clos à ce niveau. Et comme on l'a dit, le cas d'étudiant Thiam, ça a été une erreur. Vous savez, la question de la surabondance, les spécialistes de droit l'ont dit, en France, ça ne pose aucun problème. Et la France, là, elle ne pouvait jamais accepter son annulation de nationalité parce qu'eux tous,
tous ces pays-là ont ratifié le protocole, en tout cas le traité sur l'apatridie. C'est parce que la France savait qu'en enlevant, il était ivoirien. Et qu'on refuse de lui donner un certificat de nationalité. Oui, que tout a été préparé. Et même, j'ai dit, si on refuse aujourd'hui, là, qu'on fasse la RLE, là, mais c'est à cause des Tidjanes. Et moi, je ne peux pas accepter ça à cause d'un individu. À cause d'un individu qui vous gêne, vous refusez de me donner mes droits. Moi qui ne fais pas de politique, mais qui veut voter mon président. Il n'y a pas de nouvelle révision de la liste électorale. Je vais faire ça après l'élection. Au nom de qui? Au nom de quoi? Et c'est ton argent. Plus de 20 milliards on a mis à ta disposition. Et toi, tu choisis. Tu choisis la période. On est en année électorale. Ce n'est pas juste. En fait, vous voyez que nous, on prend des positions de justice et de vérité. Quand je disais tantôt, il y a deux voies. Il y a la voie du droit. Au regard du droit, là, ces personnalités-là méritent d'être sur la liste électorale. Le président Tidjane Thiam, là, doublement, non seulement il est ivoirien, donc si y a la RLE aujourd'hui, là, il est sur la liste électorale. Puisque tous se reconnaissent maintenant, le ministre de la Justice a reconnu qu'il est ivoirien. Mais il n'y a pas de RLE à cause de lui. Donc vous allez frustrer ce monsieur doublement. Où est le droit? Et c'est pour cela que, en ayant saisi la communauté internationale, j'ai appris qu'il a saisi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le droit sera dit. Et la communauté, le représentant spécial, enfin, le secrétaire général des Nations Unies a dépêché ici son. Voilà, si l'ONU veut préserver la paix dans notre pays, elle va faire droit à M. Tidjane Thiam. Mais il n'y a pas que Tidjane Thiam. Il y a le cas de Laurent Gbagbo, il y a le cas de Sorokio, il y a le cas de Blé Goudé. Blé Goudé qui vient d'arriver du Sénégal, où il est allé saisir le représentant justement du secrétaire général des Nations Unies. Mais quand le droit est bloqué, c'est ce qui s'est passé à Pretoria. La Constitution, en son article 35, là, on monte, on descend, M. Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et pour ça, le pays a été bloqué. Une rébellion nous a été servie. Oh, vraiment, sinon on pouvait tous. Et vraiment, malheureusement, les gars, on ne peut pas faire rébellion. C'est dommage, hein? Parce que j'ai parlé avec un ami là, il dit, oui, les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, les rapports des forces avaient changé parce qu'ils avaient pris la force, ils avaient pris les armes. Ce n'est pas légitime. Et quand Guillaume Soro m'a rencontré à Paris, le 20 septembre 2020, en tête à tête, moi qui l'ai envoyé en exil, je lui ai dit, Joe, ce que tu as fait, on ne fait pas ça contre son pays. Bon, Laurent Gbagbo vit. Tu as pris les armes contre lui, non? Il vit. On a perdu au moins 3 000, 4 000, 5 000. C'est pour ça qu'un défenseur des droits de l'homme ne peut jamais soutenir une rébellion contre son pays. Parce que la rébellion, elle atteint des victimes innocentes. Elle laisse les vrais cibles. Donc, si le droit est bloqué, on s'assoit et puis on trouve des solutions. Souvent, et ça je vais terminer par là, quand les gens sont au pouvoir, ils croient que rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils ont l'armée, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont la gendarmerie. Ils ne savent pas que parmi les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont des pères et des familles avec qui nous dormons tous les jours. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que les milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, là, ce sont nos parents avec qui nous dormons tous les jours. Et tu ne peux pas avoir l'unanimité de tous ces gens-là de ton côté. Il faut arrêter de défier le peuple. Donc, pour chuter, on peut toujours trouver une solution. Dans les discussions, on peut dire, préalable, M. Ouattara ne se présente pas, lui là ne se présente pas. Et puis toujours vous discutez, vous négociez. Dans les négociations, c'est du donnant-donnant. Pour moi, il suffit que le président Ouattara, parce que nous, on sera associés à ces discussions-là, on l'a demandé. En ce moment, on fera nos propositions. Voilà. On fera nos propositions. Ce n'est pas le lieu, donc je ne veux pas en parler. Mais ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, j'insiste. Moi, je suis persuadé, je l'ai toujours demandé, que le président Ouattara se retire parce qu'il n'en a pas droit. Mais le retrait de M. Ouattara ne garantit pas la paix à l'élection, ne garantit pas l'équité de l'élection. Tant que la CEI sera là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous avez remplacé bonnet blanc, blanc, bonnet. Vous n'avez M. Ouattara, calmez-vous, M. Ouattara ne se présente pas, donc vraiment, merci beaucoup, la paix est revenue. Non, 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 non. Parce que si tout est verrouillé pour que le candidat de M. Ouattara vienne forcément au pouvoir, il faut qu'il vienne à la loyale. Il faut qu'il vienne à la loyale. Mon problème, c'est ça. Je ne serai redevable, je ne serai soumis, je ne serai, je ne ferai allégeance au futur président de la République de Côte d'Ivoire que lorsqu'il sortira loyalement des urnes. Mais si vous avez tripatouillé pour me l'imposer, les gars, on n'est pas loin de la fin du combat, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire.
honnêtement, voilà, c'est le fait que, non, on ne peut pas nous dribbler là-dessus, nous distraire. Chef, on va conclure, Oui. parce que nous-mêmes, on a Merci. accusé un petit retard. Merci infiniment. Merci